Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour on va lancer une nouvelle série, hein. On est sorti de l'emprise, on a transité ici par le prisme de la vérité, pour ici le nommer. En tout cas, c'était vraiment une manière ici de créer un passage pour pouvoir introduire effectivement ici ce nouveau thème qui va donc nous suivre pendant ici plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. On va s'appuyer ici sur les archétypes qui sont devant nous. Et donc, on va entrer dans un chapitre qu'on peut appeler l'altération ou la mutation, qui évidemment se synchronise avec le défi ici du scorpion. Donc, on va utiliser justement le scorpion, puisque cette énergie qu'il incarne, il est cet archétype de transmission autour de ces informations et donc les points de base de ce que vont ici signifier l'altération et la mutation. Et donc on va le suivre ici, ce scorpion, pour justement nous permettre d'aborder le monde avec son œil en fait ici d'expert sur ce thème. Donc pour ça on va avoir deux vidéos dans lesquelles on va travailler justement le regard en fait. Donc on va avoir une première vidéo sur l'observation et puis une seconde vidéo dans laquelle on va travailler la différence notamment entre regarder et voir, puisque ces trois termes en fait ici sont assez différents, ce ne sont pas les mêmes outils et effectivement ils ne conduisent de fait pas ici au même résultat. Donc on va partir de la base et puis à partir de cette base on va aller la développer, puisque on passera ensuite ici dans des archétypes qui vont nous permettre justement d'opérer à partir de cette observation et de cette différence entre regarder et voir, de pouvoir agir en fait, parce que l'idée c'est évidemment de vous donner des ressources d'action, de mouvement, comment ici en changeant et en altérant justement ce qui au départ bien sûr nous met sous emprise, hein. Et donc il y a eu de nombreuses choses ici qui ont été dites, comment on peut mettre ici cette zone d'altération à notre service et donc s'éloigner un peu des raisonnements qui sont ceux de départ en fait. On en a besoin au départ de justement être plutôt à étudier les choses sur la base d'un problème pour pouvoir trouver des solutions, et donc eh bien pour suivre aussi le mouvement de croissance autour des défis, on a besoin d'aller chercher cette autre clé qui est vraiment la clé du changement, de la transformation, ce qui va vous permettre de passer d'un état à un autre, hein, clairement, mais non pas seulement dans la zone intérieure, mais aussi dans le mouvement le plus extérieur, et donc représenté plutôt par ce qu'on appelle le processus de mutation. Donc, deux vidéos qui vont venir ici se placer dans le défi ici du scorpion. Donc l'idée de ces vidéos, c'est justement pas d'être dans le monde intérieur. Donc je fais parfois quelques parallèles, j'évite de le faire, mais bon, ça peut être un peu difficile de ne pas le faire, hein. Parfois ça s'y prête, donc de ce fait, lorsque c'est le cas, malgré toute la préparation ici que je réalise pour vous faire ces vidéos, eh bien, il y a quand même ici le flot de paroles, et donc il y a l'intuition, bien sûr, ici, qui est dedans. Donc cette transmission, elle est évidemment portée sur un thème, mais c'est clairement pas toujours évident de ne pas dresser les parallèles. Donc si ça se produit, eh bien, c'est que c'est important. Je vais ici laisser évidemment, je vais me faire confiance dans ce que je désire ici transmettre. Et puis, au-delà de ça, voilà, ce sont surtout des ressources que je vais vous inviter à venir régulièrement consulter lorsqu'effectivement vous vous retrouvez dans les événements de vie dans lesquels on se plonge. Et donc, ce sont vraiment ici des outils qui sont dynamiques par rapport à votre développement. Donc, il y a ce que vous allez comprendre, si vous préférez. Ça peut être utilisé vraiment pour de l'apprentissage. Et on va le voir notamment dans l'observation. Il y a forcément ici un décalage à partir ici des zones finalement de façon très intérieure que vous avez travaillées. Donc, comme pour les capsules sur le monde intérieur, le thème d'aborder le monde extérieur a autant, si vous préférez, d'effets dans l'instant qu'il ne sait en avoir dans la postériori. Donc quand vous aurez passé ici évidemment des caps, donc prenez des notes, parce que ça vous facilitera évidemment l'accès en relecture. Mis bout à bout, in fine, il y en aura beaucoup, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de se retrouver dans le thème que l'on cherche. Donc prenez des notes, et puis
poser des questions en fait ici dans vos notes, c'est-à-dire que les choses où vous ressentez justement qu'il faudra y revenir, eh bien voilà, mettez-vous des petits marqueurs ici dans le langage qui est le vôtre pour savoir facilement y revenir. Et après, de façon plus globale, les commentaires sont ouverts aussi pour que vous puissiez poser vos questions et donc que vous vous sentiez libre ici d'exprimer votre point de vue, de partager votre expérience et d'interagir ici les uns avec les autres. Donc voilà pour cette introduction, donc 2 vidéos ici devant nous pour commencer ce thème, et puis ce thème va évidemment évoluer au gré ici des défis et donc des choses qui vont venir s'assembler à partir évidemment du travail sur le monde intérieur que l'on réalise ici par ailleurs sur la chaîne. Allez, je vous retrouve ici dans quelques secondes pour commencer avec le thème. Alors, cette semaine, nous allons donc continuer ici notre discussion sur les bases de l'altération. Et donc, si on a vu il y a 15 jours le mécanisme d'observation, on va ici concentrer notre attention plutôt sur regarder et voir, qui sont finalement ici les reflets de notre tête et donc de notre cœur. Donc, on a effectivement défini ces 2 mots, si vous préférez, enfin en tout cas cette dynamique que cela crée dans la vidéo précédente. Mais c'est important bien sûr ici de revenir dessus parce que on doit pouvoir aller plus loin bien sûr dans la réflexion autour de ce sujet. Donc ça va avec l'observation, donc ici je vais créer évidemment les liens. Et puis plus globalement, il y a tout ce qui touche bien sûr ici la connexion avec le passage. Donc dans la première partie ici de cette vidéo, on va justement essayer de réunir tout cet ensemble. On est dans un exercice de conciliation. Donc c'est un exercice qui est difficile déjà pour commencer et qui se passe plus tard quand même ici dans un processus. Donc ici on va le regarder dans le monde extérieur, mais comprenez quand même qu'il y a un phénomène intérieur autour de ça. Et donc pour pouvoir aborder le monde évidemment de cette manière-là, ici on est dans la prise de conscience du mécanisme de l'altération. Et donc je reviens sur évidemment ce que l'on a expliqué dans le contexte ici du Scorpion. Vous allez comprendre, j'imagine, avec ces vidéos sur l'altération, à quel point c'est justement difficile. Et c'est ce qui explique clairement que l'on passe régulièrement à côté de ce défi. Parce qu'il y a vraiment cette idée de maturité. Et donc j'espère en tout cas que ces vidéos vont vous donner les bases de ce qu'il vous faudra chercher. Parce que pour pouvoir évidemment ici monter à maturité, c'est pas juste une décision. On l'a vu avec le mécanisme d'observation, c'est un choix au départ. Et donc c'est une manière de conduire ici votre analyse. Et donc c'est à peu près comme tout en fait, on n'arrive pas avec. Et donc comme on n'arrive pas avec, c'est quelque chose dans lequel il faut travailler. Il y a de l'effort bien sûr ici à produire. Et donc on peut appeler ça de l'entraînement si vous préférez, mais c'est comme n'importe quelle compétence. C'est pas inné en fait. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Il y a un côté qui n'est pas inné. Donc, on va régulièrement revenir sur ce côté justement effort à produire et le fait que ce n'est pas dans nos mains. Donc, c'est vraiment un talent, une compétence à aller chercher quelque chose qu'il faut cultiver. Donc, certes, il y a des points d'appui. C'est ce que vous avez ici probablement tiré du mécanisme d'observation. C'est une séquence. Cette séquence, elle est théoriquement disponible ici pour tout à chacun, mais la pratique, évidemment, ici, c'est quelque chose dans lequel il y a un choix. Donc on va reparler de libre volonté parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée de libre volonté. Et ce choix, vous ne pouvez l'appliquer qu'à vous-même. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que cette vidéo sur l'altération, sur les bases, il faut vraiment quelque part approfondir votre compréhension du sujet. Il faut choisir d'apprendre aussi au-delà de la compréhension. Donc vous pouvez complètement écouter et prendre ce qui vous intéresse. C'est pas ici, on va dire, c'est pas le sujet dans le fond. Mais vous verrez en fait que vous y reviendrez parce que il n'empêche que si on veut aller au bout de sa séquence d'un point de vue ici individuel, vous serez
dans une forme d'obligation d'y revenir, parce que sinon, vous verrez quelque chose rester fermé. Et c'est vraiment là-dessus que je veux démarrer. C'est que c'est globalement cette idée d'altération, et parce que c'est très difficile, c'est ce qui, jusqu'au bout, va vous couper, en fait, ici, de l'amour. Donc, ce que vous pouvez ressentir, bien sûr, et à partir de vous, hein, pas ici dans le regard de l'autre, justement, pas dans le reflet et pas dans la matière, mais cette puissance intérieure, en fait. Donc, c'est vraiment le bout du processus. Donc, ici, on pose les bases et puis de toute façon, on va poursuivre évidemment la séquence ensemble. Mais c'est vrai que ces vidéos sur les bases, elles sont vraiment essentielles parce qu'elles dressent les points d'appui dont on a besoin pour pouvoir évidemment ici aller plus loin. Mais c'est conceptuel et c'est ce qui rend l'exercice un peu délicat en Scorpion, c'est que tant qu'on n'est pas plongé dedans, donc tant qu'on n'est pas dans l'expérience qui va avec, eh ben, ça va rester un concept. Et donc vous avez déjà fort à faire avec tout le reste. Donc il sera toujours préférable de travailler l'observation et donc la séquence, apprendre, comprendre, intégrer, parce que c'est celle qui va vous propulser. Ici, on va parler de dépassement qui permet d'engager la conciliation et qui évidemment fera aboutir la séquence dans aimer et partager. Et pour ceux qui ont lu notre livre, vous savez que c'est la séquence ici que nous défendons, en tout cas, hein, c'est notre vérité. Elle n'est pas, elle pourrait être exprimée autrement, c'est une manière pour nous de l'adresser. Ça a été le chemin d'une longue réflexion sur comment positionner et quels mots justement ici utiliser. Et donc on est clairement en lien avec ici ce livre plus initiatique dans lequel on a fait des choix de présentation aussi. Mais bon, on ne va pas revenir dessus dans cette vidéo, mais ça reviendra. On vous expliquera aussi pourquoi on a choisi de s'exprimer de cette manière-là, qui peut paraître un peu curieuse, mais la séquence étant pas facile, on a voulu intégrer un angle un peu plus fiction dedans. C'est de la fiction parce que c'est pas de ce monde en fait quelque part, donc on pourrait considérer que c'est de la fiction. Est-ce que c'est une réalité? La vérité est relative. Donc c'était une façon d'adresser un roman en fait, et c'est ça aussi qui est assez important. Et donc c'est vrai que ces capsules, elles viennent quand même un peu à la suite ici de ce livre pour aller plus loin que ce que l'on peut faire évidemment ici par écrit. Donc revenons sur ce fameux passage dans lequel ici on a travaillé en balance et cette expression de vérité qui était un point essentiel pour créer déjà le mouvement vers la transition et donc vers la mutation. Donc souvenez-vous déjà de la définition de la vérité. Concept abstrait, et donc c'est quelque chose qui se situe entre la croyance et la représentativité d'une réalité que l'on éprouve en tant qu'individu. Donc la vérité, elle est toujours liée en fait ici à un individu et son point d'appui reste et sera toujours votre propre expérience. Si vous retirez l'expérience de l'équation, vous n'avez plus que la croyance. Donc vous n'êtes même pas dans un semblant de vérité qui vous appartient. Vous pouvez utiliser la vérité de quelqu'un d'autre. Alors si la personne exprime sa vérité de façon juste et neutre, elle l'aura fait à mi-point entre sa propre croyance et son expérience, mais majoritairement, ce qui est énoncé comme vérité n'a plus ici l'expérience originelle. Donc c'est très difficile en fait ici d'évaluer parce que eh bien, il y a tout ce qui est venu s'ajouter qui n'est pas le reflet de l'expérience de la personne qui portait cette vérité au départ. Elle n'est plus présente pour s'en défendre, par exemple, pour corriger. Elle n'est plus présente pour expliciter peut-être les nuances. Et c'est pour ça que c'est difficile en fait de laisser ici quelque chose dans ce domaine d'expertise dans les mains de, non pas celui qui va le recevoir et se l'approprier, mais dans celui qui va se faire écho en fait et relais au travers des chronologies, dans le sens ici le plus humain. Donc, on va dire qu'il y a toute cette base qui reste malgré tout, parce que c'est ça aussi c'est ça le sujet, hein, c'est que on affirme beaucoup de choses qui ne sont pas issues des mains des personnes qui ont porté l'expression. Et donc, à quel point est-ce proche ou loin ou imagé de ce que la personne avait souhaité ici exprimer. À quel point c'était lié aussi à son époque. Parce que, bon, là je peux refaire un petit détour sur la forme du livre que l'on a coécrit ici avec Stéma.
En fait, ce livre, on vous l'avait dit, en plus on l'a écrit 2 fois. On l'a écrit 2 fois parce qu'on voulait ajouter quelque chose justement, on voulait tracer et on voulait aussi montrer le côté un peu plus relatif ici de la vérité. Donc on l'a fait vraiment sous 2 angles, l'angle humain et puis un peu comme si on regardait par le filtre de l'âme. Mais quelqu'un qui va se retrouver avec notre ouvrage, peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être l'avoir dans votre bibliothèque et puis peut-être qu'un jour, enfants, petits-enfants grandissants vont peut-être tomber sur le livre et ils vont peut-être pas comprendre en fait ici l'origine de ce qui est écrit. Ils vont peut-être pas comprendre qu'il y avait un choix au départ des auteurs que nous sommes de distinguer les choses de 2 façons différentes, comme 2 plans, aussi pour montrer à quel point il est facile d'aller dans ce genre de récit et d'exposer des faits qui sont invérifiables. Parce que en fait, ce que l'on explique ici, dans la partie plus fiction, si vous préférez, alors certes, on s'est attaché ici à utiliser le symbolique de ce qu'on pourrait appeler les mémoires de notre être et donc de notre âme ici, dans cette situation-là. Mais l'interprétation, la manière dont on a utilisé ces informations, la manière dont notre zone cognitive a interprété ici ces mémoires, elle est sur une base humaine en fait. Et donc comme si ici on pouvait se projeter dans un autre monde, mais on utilise notre corps, on utilise notre cerveau, donc c'est une interprétation que l'on connaît. Et globalement tous les symboles se basent là-dessus, c'est-à-dire que l'information elle n'est pas brute en fait ici dans votre cerveau, il faut qu'elle passe par une forme. Donc la forme que va prendre vos souvenirs, si tant est que ceux-là sont des souvenirs, on va dire réels, tangibles, sont des transmissions, mais ces transmissions prennent une forme. Et d'ailleurs, quand vous évoluez, vous pouvez revisiter les mémoires et vous verrez que vous n'aurez pas l'exactitude d'une même transmission. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer. C'est une relativité qui va se baser ici sur une forme de croyance qui est la vôtre et quand le champ des croyances évolue, vous verrez que les formes, ici que prennent entre guillemets ces souvenirs de l'âme, ils évoluent en fait. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui est extrêmement abstrait et relatif, et quand on essaye de le raconter, il y a forcément un choix de narration. Donc ça, c'est quand même très important parce que vous allez aussi comprendre que l'expérience humaine, dans l'inconscient qui est extrêmement collectif, il y a énormément de choses qui se sont faites dans ce même prisme, en fait. Donc ici, on a de toute façon, c'est 100% des individus, si vous préférez, qui sont empreints de croyances, de tout ordre, en fait. On ne peut pas empêcher, dans l'expérience humaine, de développer des croyances. C'est pas possible. Voire, ça va un petit peu au-delà de l'impossibilité, c'est la manière dont agit ici notre zone cognitive. Donc, c'est une manière de traiter l'information. C'est pour ça que ça ne peut pas être 100% évacué. Donc, 100% d'entre nous disposent d'un champ de croyances qui peut être extrêmement sous influence de croyances collectives et qui, dans le meilleur des cas, va libérer des croyances collectives pour embrasser sa propre croyance. C'est déjà un travail qui est long en soi, mais je dis dans le meilleur des cas parce que ici, au moins, vous vous placez dans votre champ à vous, dans les références qui vous parlent, et c'est toujours moins compliqué et plus juste, en fait, d'analyser cette information, même si c'est par un prisme, de le faire à partir de votre propre prisme et pas par projection. Ensuite, vous comprenez évidemment que à partir du moment où on considère, où on valide l'information, donc l'idée n'est pas de vous la faire acheter à tout prix, c'est d'amener ici une source de réflexion, justement, dans votre observation. Si on considère que tout le monde dispose de croyances, que c'est physiquement impossible en fait de ne pas en avoir, et là vous pouvez tester avec votre guidance intérieure, vous verrez en fait ici la réponse. Il faut considérer que, évidemment, le champ de croyances, notamment lorsqu'il est collectif, il donne un assemblage d'individualités qui ne sont pas toujours d'une même nature et ne regardent pas ou n'interprètent pas d'ailleurs la croyance d'une manière identique, c'est rarement identique. On va souvent piocher ce qui nous intéresse quand même. Mais donc à échelle mondiale, vous comprenez que
cette idée d'ordre qui va venir avec une croyance plus collective, ça génère bien sûr ici du chaos, ça génère des conflits, parce qu'on a des vérités beaucoup plus puissantes qu'une vérité individuelle qui va venir ici s'opposer. Donc c'est possible d'observer d'ailleurs ces champs ici de vérité plus collective en étudiant, non pas par le prisme du collectif, mais en collectant l'information pour le filtrer, ici avec sa propre croyance, pour pouvoir justement regarder dans le monde à partir de ce que vous allez regarder de façon précise. Vous allez établir des causalités, vous allez comprendre aussi ces comportements qui sont collectifs et souvent inconscients, notamment si vous acceptez l'idée que l'observation est une base du développement humain et que donc ça peut s'appliquer à de nombreuses disciplines. Donc après, c'est peu importe la discipline. C'est vrai que il faut d'ailleurs pouvoir étudier certaines choses, donc prendre le prisme de vos croyances. Si par exemple ici vous avez été beaucoup baigné dans une religion en particulier, c'est toujours plus sain, si vous préférez, pour éviter un enfermement cognitif, ça sera toujours plus sain de regarder votre appréciation ici du dogme religieux et d'utiliser d'autres dogmes religieux pour regarder un peu comment les choses ici sont composées. Alors on a une base par exemple dans la religion judéo-chrétienne avec l'Ancien Testament qui est une base commune aux 3 grandes religions que sont le judaïsme, le christianisme et effectivement l'islam. Et donc c'est très intéressant parce que dans le fond, il y a ce point qui rassemble ces communautés et il y a l'application de tout ce qui suit finalement ici cette genèse, parce que c'est ce que c'est concrètement parlant, il y a un point de conciliation, il y a un accord sur la genèse, et puis alors après, il n'y a que des oppositions. Et donc, si vous regardez ne serait-ce que ça, c'est-à-dire si ça devient un objet d'étude pour comprendre comment ici, à partir d'une même pièce au départ, la Genèse est une même pièce, eh bien vous allez comprendre comment un monde peut se diviser. Parce que dans le fond, c'est ce que cela crée. C'est-à-dire qu'après, il y a par phénomène de révélation, dans le sens très religieux du terme, il y a 3 vérités ensuite qui ont été énoncées, révélées, si vous préférez. Et donc là, il n'y a plus d'accord possible, en fait. À ce moment-là, il n'y a plus d'accord possible parce que ça donne évidemment 3 livres différents, 3 façons d'avoir révélé et prophétisé l'information. Et puis, il y a des différences majeures quand même ici dans les pratiques, dans le culte et donc dans les croyances. Après, au sein d'un même courant, si on prend le christianisme, eh bien, il y a ce qu'on appelle le schisme. Donc en fait, ici, on n'a plus une seule religion unique, on va en avoir 3. On va avoir les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et ça encore, ce sont que les grands courants, parce qu'au milieu de tout ça, il y a d'autres quelque part interprétations avec des communautés beaucoup moins importantes qui n'ont pas la structure et l'organisation religieuse, on va dire, qui permet de l'afficher. Et on va trouver donc ici dans le christianisme de multiples courants, et il y en a qui n'existent plus aujourd'hui, mais il y a eu également des courants beaucoup plus anciens, il y a eu ce qu'on appelle le christianisme primitif, etc. Donc en fait, ce sont des religions qui évidemment ont évolué ici avec le temps, des courants qui se sont parfois dirigés même s'il y a une même base de référence, et donc on a de multiples ici vérités. En soi, ce n'est pas un sujet, mais si vous compreniez comment la pensée ici, qui au départ est censée quand même être la même pensée, s'est multipliée et divisée en facettes, eh bien vous comprenez qu'on peut avoir ici une même racine et de multiples possibilités. Donc c'est bien l'outil de développement ici de l'humain qui applique effectivement ici sa propre version de la vérité, et selon, bien sûr, ici, sa capacité à rassembler, à réunir d'autres que lui autour d'un concept, eh bien, ça se propage. Donc, le mécanisme en lui-même, je pense qu'on est plutôt ici, on le met sous les yeux, mais je pense que c'est plutôt quelque chose que vous avez compris d'ores et déjà.
qui est amplifié bien sûr aujourd'hui avec la mondialisation, dont on a parlé ici il y a quelques temps. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est un moyen qui permet de diffuser de façon large. Ça peut être une aide à partir, bien sûr, de ce que l'on entend diffuser. Donc ça peut être un outil de diffusion particulièrement aidant. Autrement, il faut des siècles pour que ça se propage, mais enfin, la réalité aujourd'hui, c'est que cette base qui au départ n'est que localisée dans une petite région ici de la Terre, c'est quand même démultiplié à grande échelle. Donc on a cette idée quand même d'information qui se propage. Et on trouve toujours le moyen, c'est le côté ingénieux ici de l'humain, pour faire propager les choses. Maintenant, est-ce que effectivement tout est appliqué ou applicable? Et d'ailleurs, se pose toujours la question de savoir, lorsque quelque chose a été écrit il y a 2000 ans, est-ce que on doit moderniser, etc. Bon, la difficulté ici d'un dogme religieux, c'est que la vérité est sacrée, donc elle n'est pas censée ici être touchée. On va redéfinir sacré dans cette vidéo, mais effectivement, il y a quand même ici une complexité à revisiter la manière ici d'interpréter les textes. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évolutif de cette manière-là et qui expose toujours un peu, en tout cas ça expose aussi le fait que cette vérité, elle n'est pas libre, libérée, parce que le simple fait qu'elle ne soit pas évolutive crée quand même de la contrainte sur les époques, en fait, parce que les époques et les sociétés et les cultures, elles bougent. Et donc, il y a quand même ici un sujet. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de comprendre que, effectivement, quand on prend ces espèces de grands jalons de vérité communément admises, et même pour un athée en fait, on peut ne pas ignorer le fait que ça existe, eh bien on va effectivement comprendre comment le monde se divise. Parce que c'est clairement de cette même manière qu'il se divise. Comme ici, une vérité permet, même au sein, on va dire, d'une même croyance, comment elle s'éclate en fait, ici en fragments. Et donc, comment dépasser, et c'est ça qui est important, c'est comment dépasser votre propre prisme dans ce monde qui est le vôtre au départ, qui était certes concilié, mais qui s'est éclaté ici, à l'extérieur de vous. Et donc, on a, malgré toutes ces imperfections apparentes, si on revient par l'étude au sens premier, on peut ressentir de l'amour ici pour ce monde qui s'égare. Ça, c'est quelque chose, évidemment, l'empathie, la compassion. Si on ne crée pas de confusion autour de ça, on peut regarder le chaos du monde et se dire, ok, bon, ben moi, j'ai dépassé mon prisme, j'ai compris comment ici les choses fonctionnaient. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si je m'élevais au-dessus de la mêlée dans laquelle j'étais plongée. Je vois à quel point les croyances sont divisantes. Donc au plus loin, mais je peux comprendre aussi à quel point mes croyances peuvent être divisantes au plus près de moi. Et donc à ce moment-là, sans confondre, on va dire, les mécanismes, je peux utiliser l'empathie et la compassion. C'est-à-dire que je peux entendre, je peux intégrer le fait que ce monde, il pourrait être vraiment différent si tout le monde dépassait son prisme et si effectivement, au lieu de regarder les choses par morceaux, si on prenait le temps d'observer et d'observer de façon complète les points au départ qui nous rassemblent pour comprendre ce qui a conduit notre division, eh bien, il y aurait des mouvements collectifs ici de réunion qui seraient certainement plus massifs que ce que l'on peut observer dans les situations présentes. Là, on est plutôt quand même dans des choses qui s'écartèlent toujours davantage. Ah non, est-ce que c'est notre boulot, est-ce que c'est pas notre boulot? Ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est important de revenir dessus parce que, en fait, il y a quand même, quel que soit ici le dogme, il y a quand même un point commun, il y a un point qui est extrêmement collectif dans l'expérience humaine. Quelle que soit finalement la religion, la croyance, tout ce qui va toucher à notre besoin, parce que c'est vraiment un besoin au départ en tant qu'humain, on a besoin parce qu'on a une zone cérébrale. Je ne pense pas ici que le monde végétal ou le monde minéral ou même le monde animal, à l'exception de l'humain,
notre grande différence, elle est dans le cognitif. Donc, je ne pense pas que cette même question est adressée de cette manière-là. Je ne pense pas qu'on ait ici des groupes d'animaux à l'extérieur de l'humain. Je ne pense pas qu'on ait les arbres ou je ne pense pas qu'on ait les minéraux ici qui se demandent qui les a créés, en fait. Et donc, le simple fait d'adresser la question du créateur, ça nous donne un point commun. Qu'on soit, peu importe après nos croyances, cette question, elle s'est posée depuis la nuit des temps, même lorsqu'il n'y avait pas de religion. Il y avait des choses beaucoup plus primitives, mais cette question, elle a toujours existé. Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Et globalement, le qu'est-ce qu'on fait là nécessite que l'on cherche, donc avec la tête, à comprendre notre place, en fait, ici dans le cosmos. Donc la recherche de cette place dans le cosmos, elle est inhérente à toutes les cultures et elle est inhérente finalement à toutes les sociétés qu'on a fondées depuis les premières. Donc il y a un imaginaire bien sûr ici qui est très collectif, mais c'est un point commun. C'est-à-dire que cet imaginaire, il est collectif et il nous divise, mais au départ, ça vient bien d'une même racine, ce besoin de comprendre ici le sens de notre existence. Donc pourquoi en fait? Pourquoi on est humain? Et donc on regarde souvent les étoiles, et c'est globalement ce que l'on faisait dans les temps les plus reculés. On le fait peut-être moins aujourd'hui. On va utiliser Google pour essayer de le comprendre peut-être. Mais avant, on regardait plutôt ce que l'on pouvait observer, parce que ça passait bien ici par une zone d'observation. L'autre point commun, de fait, c'est la réponse, parce qu'en fait, cette réponse, elle est tout aussi commune que ne l'est la question. La question, c'est la base de tout être humain. D'où est-ce qu'on vient? Et la réponse, elle s'adresse dans des formes différentes, mais il y a un point qui ne change pas. Il y a cette idée de soumission à une autorité supérieure. Il est impossible dans l'inconscient collectif humain d'imaginer notre position autrement que inférieure et limitée à partir de l'immensité qui est observée, à partir de la complexité du monde dans lequel ici on est plongé. On se dit, c'est impossible, en fait, vu le millimétrage, il y a forcément une intelligence à l'œuvre et elle est nécessairement supérieure. Cette réponse-là, vous la trouverez chez tout le monde. Alors après, l'individu va utiliser justement son propre concept abstrait, son adhésion, si vous préférez, à un champ de croyance plutôt qu'un autre, mais cette façon-là de se regarder en tant qu'être humain, elle est inhérente à tous les individus. Donc 100% des individus sont empreints de croyances et 100% des individus s'interrogent ici. Alors après, s'ils ont eu l'impression de trouver, ils vont peut-être pas reposer la question, mais on regarde le monde et on se dit mais comment c'est possible en fait, sans intervention? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le monde pourrait fonctionner de cette manière-là? C'est trop immense pour que ce soit approximatif, y compris les scientifiques. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis quelles que soient les croyances, parce que c'est pas forcément ici dans le côté le plus dogmatique, mais même un scientifique reconnaît quand même la précision du geste et se dit on ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais la précision du geste, elle est constatable. Donc il y a quand même ici cette grande inconnue qui a donc poussé ensuite les individus et globalement tous les peuples ici qui ont transité sur Terre se sont posé ces questions et lorsqu'une réponse a émergé, elle a été défendue bien sûr par celui ici qui la défendait. Donc la position humaine, l'autre point commun en dehors de ce côté immense qui confère une position inférieure, donc une soumission inconsciente à une autorité supérieure, on voit effectivement l'expérience humaine de façon plutôt très collective comme quelque chose d'imparfait, voire incohérent, voire contradictoire dans l'environnement. Donc les scientifiques voient par exemple à quel point l'humain peut avoir un impact dévastateur sur quelque chose qui est strictement organisé. Par exemple, on va considérer dans l'angle scientifique que l'on est accélérateur ici. C'est pas que par effet de cycle, il n'y a pas des mouvements, notamment dans les températures, etc. Mais on regarde l'impact en fait ici du mouvement. Donc dans le meilleur des cas, alors il y a le côté culpabilisant, mais en dehors du côté culpabilisant, ici qui peut être un peu plus dogmatique, il y a quand même quelques réalités autour de ça. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement, par notre simple présence, mais notre nombre, au-delà ici des actes en eux-mêmes,
est-ce que ça ne crée pas un peu de désordre ici dans l'ordre? Parce que voilà, il y a quand même des occupations ici de territoire, au-delà de la dégradation. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est programmé? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas programmé? Est-ce que, bon, il peut y avoir des questions, en tout cas, autour de ça, et puis il peut y avoir des hypothèses. Donc, il y a ceux qui vont dire, effectivement, on accélère. Cyclique, oui, mais il y a une accélération. Et la problématique de l'accélération, pour les plus neutres d'entre eux, se base plutôt sur l'hypothèse que notre corps, en tant qu'humain, a besoin de temps pour s'acclimater. Et donc, notre corps a évolué. Il a évolué avec les cycles de la Terre. Mais c'est vrai que, est-ce que dans le contexte actuel, avec tout ce qui finalement ici nous entoure et crée une forme de restriction par rapport à notre corps, parce qu'on sait aussi, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus polluées, on a de moins en moins de ressources saines aussi, et donc quelque part notre corps il a besoin de s'adapter. Et donc maintenant, est-ce que notre corps en tant qu'humain et tout ce qui est assorti ici, on va dire de l'espèce humaine, donc tout ce qui va aller avec le monde animal, végétal ou même le monde minéral, est-ce que tout le monde va avoir cette même capacité à s'adapter à ce que l'on peut regarder comme quand même une accélération de cycle? En parallèle, le cycle a été plus long, c'est-à-dire que maintenant il s'accélère, mais par rapport notamment aux études scientifiques sur le sujet, on peut voir qu'on aurait probablement déjà dû revenir dans un cycle différent. Donc en fait, la Terre, quelque part, elle se réchauffe plus rapidement, mais elle aurait probablement dû déjà se réchauffer, et voire on serait, selon certains, déjà plongé dans une période glaciaire. Donc en fait, il y a pas mal d'hypothèses, et c'est ça vraiment que je veux ici vous dire, c'est que dans tous les cas, ce que l'on tire de tout ça, mais ce que l'on a toujours tiré aussi, quelles que soient les époques, sans parler de celle-ci, c'est notre non-précaution parfois dans cette contradiction d'action par rapport à notre environnement. Tout est à notre main, mais c'est vrai qu'à certains endroits, on épuise les ressources. Et donc, cet épuisement des ressources, on l'a dans l'Antiquité. Il n'y avait pas ici besoin de la mondialisation pour que ça se passe de ce niveau-là. On a ici des civilisations qui se sont effondrées par épuisement de ressources. Ça, il suffit de regarder notamment en Amérique. Les Mayas, par exemple, ici, sont un peuple nomade au départ. Ils ont choisi de se regrouper. Ils ont donc vécu avec une forme d'incohérence par rapport à la nature. Ils ont exploité les ressources du sol pour construire ici leurs pyramides. Et le stuc, notamment, a consommé, ils ont déforesté, en fait, ici pour créer du stuc. Et donc, ils se sont affamés. Parce que, résultat des courses, pendant toute une période de temps, alors évidemment, ils demandaient au ciel de pouvoir effectivement fertiliser les sols, et donc ils ne recevaient plus de pluie. Mais la seule raison qui fait qu'ils ont altéré leur cycle, donc dans le côté météorologique, c'est parce qu'ils ont complètement changé ici leur environnement en déforestant. Donc il n'a pas plu en fait, et pendant, il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il n'a pas plu pendant une 30aine d'années. Donc en fait, plus du tout de la même manière. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des petites pluies, mais ils ont complètement ici déréglé leur climat. Donc évidemment en mode microclimat, mais de façon suffisante pour générer de la maladie, de la famine, etc. Donc souvent on dit d'ailleurs que les Mayas ont été conquis par les Espagnols, c'est absolument pas vrai. Pour avoir effectivement ici visité le Mexique, c'est pas du tout la théorie qui est défendue ici au Mexique. Au Mexique, au contraire, ils disent non, les Mayas ils existent toujours, simplement ils sont redevenus ce qu'ils étaient, c'est-à-dire beaucoup plus nomades. Ils sont retournés finalement ici dans des habitats plus naturels, ils ont arrêté de construire et donc de se réunir dans des cités. Ils ont délaissé complètement ce modèle. Alors au passage, bien sûr, il y a eu beaucoup de pertes humaines, c'est évident, mais la culture a perduré. Donc on ne la connaît plus en tant que civilisation, si vous préférez, donc civilisation dans le sens regroupement en cité, mais la culture maya a perduré. Ça c'est un peu perdu parce qu'il y a des pratiques qui étaient liées à la réunion de cette civilisation, notamment tout ce qui va toucher ici les calendriers, etc. Donc la construction des calendriers, il y avait notamment ce fameux calendrier qui s'arrêtait et qui avait fait toute une théorie autour de la fin du monde. En fait, les Mayas ont 3 calendriers, donc il y en a 2 qui sont basés sur
un sur la Lune, l'autre sur le Soleil, et ceux-là, en fait, ici, sont complètement... ils perdurent toujours. Mais il y a ce troisième calendrier. Et ce calendrier-là, en fait, était un calendrier civilisationnel. Donc, il était lié à ce qu'ils avaient conçu et construit ici en tant que civilisation maya. Donc, celui-ci, il comportait d'autres informations et qui n'étaient absolument pas celles que l'on a prêtées. Mais on avait envie ici d'une prophétie a priori de fin du monde. Donc, on n'est pas allé dans l'étude au-delà de justement ce que l'on cherchait à prouver. C'est-à-dire ici une prophétie d'apocalypse, clairement. Donc vous comprenez que la position humaine, elle est sous contrainte de l'autorité supérieure au regard de l'immensité. Elle est sous contrainte de l'autorité de la Terre, en fait, ici, par rapport à son environnement. Et que majoritairement, on peut effectivement voir, regarder, j'entends le regard ici et justement pas le voir, que l'on peut regarder comme contradictoire avec l'environnement. Dans cet angle ou dans un autre, qu'est-ce que ça nous pousse à assimiler? En fait, ça nous pousse à assimiler la séparation. Ça nous pousse à assimiler le fait que, eh bien, on a quelque chose ici qui nous indique, dans l'angle de la soumission, que finalement, c'est pas fortuit, donc que la vie ne nous appartient pas, qu'elle est régie par une autorité supérieure. Donc on délaisse un peu cette notion ici d'appartenance. On laisse à d'autres mains ici le soin de diriger. Et l'autre phénomène, avec la conscience ici contradictoire de l'environnement, on peut se sentir être un intrus, en fait. Donc on est illégitime, si vous préférez. Donc il y a cette idée d'illégitimité sur notre présence physique et l'illégitimité d'humain dans sa puissance, en fait. Donc tout ça, qu'est-ce que ça crée, en fait? Ça crée dans l'inconscient collectif la notion de service. On n'est pas assez puissant en tant qu'humain. Et quand on est dans notre puissance, on n'est pas des bons humains. Donc on va piétiner et on va tout abîmer. Et ces deux croyances ici combinées, c'est présent dans toutes les cultures, c'est présent dans tous les mythes, dans toutes les religions, même chez les personnes athées, en fait. Donc c'est vraiment présent dans toutes les croyances. Il peut y avoir des causes diverses, il y a des variations sur ces interprétations, donc il y a des pensées qui sont beaucoup plus communautaires, mais qui avec le temps ne sont plus conciliatrices, en fait. Ça devient vraiment des idéologies. Pourquoi je vous dis que c'est présent dans toutes les religions? En fait, c'est présent depuis l'Antiquité. Vous pouvez prendre n'importe quelle religion, même les religions polythéistes. L'humain, a été façonné par une autorité supérieure. C'est présent dans tous les mythes, en fait. Il ne s'est évidemment pas créé tout seul. C'était la considération de base des premiers hommes. Donc celle-ci, elle n'a pas beaucoup évolué. C'est l'histoire, en fait, ici, que l'on a changé. Et finalement, donc, on a un peu modernisé, selon les époques, ce contenu, et notamment en passant du polythéisme au monothéisme, mais même avant ça, parce que ici, quand on parle de polythéisme, on parle d'une culture des dieux avec un pluriel, mais il y a tout ce qui précède. Et donc, en fait, depuis toujours, toute trace ici qui a été relevée du point de vue archéologique montre bien, en fait, ici, ce même schéma. Et ce schéma, il existe. Donc, a priori, on peut considérer depuis toujours. Maintenant, est-ce qu'on peut, avec certitude, voir l'émergence? De toute façon, à partir du moment où on a pris conscience de nous-mêmes, je pense qu'un point d'émergence que beaucoup de scientifiques reconnaîtraient comme être le point, c'est la conscience du corps, c'est la conscience de soi et la conscience de l'environnement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé autour de ça en tant que comportement humain? Eh bien, l'homo, quelle que soit sa version, parce qu'il y a évidemment plusieurs versions humanoïdes, eh bien, s'est mis à préserver les corps, en fait, à les enterrer. Et ça, on voit bien que c'est quelque chose qui est spécifique au développement de l'hominidé. Et on ne le voit pas, en fait, ici, dans d'autres comportements animaux. Donc, c'est très significatif. C'est vraiment quelque chose ici qui est un point aussi qui relie, y compris les premiers hommes, dans leur version qui n'est pas l'homme contemporain, donc qui n'est pas la version ici sapiens. Et ça, voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a énormément de reportages dessus. C'est notre petite passion.
avec ma fille le samedi. Mais donc on repousse beaucoup de choses ici en ce moment, d'ailleurs particulièrement. Hein, ces dernières années ont été très riches de ce point de vue-là. Il y a eu beaucoup de choses. La chronologie ici de l'hominidé, elle est vraiment en train de beaucoup de bouger. Donc c'est vrai que c'est rigolo quand on dit que la science et l'archéologie cachent beaucoup de choses. Oui, enfin pour celui qui ne veut pas voir, parce que certes, il y a peut-être des choses qui sont établies, notamment des chronologies antiques, mais c'est parce que globalement, le fonctionnement, c'est ce fonctionnement d'expérience qui est appliqué dans la méthode scientifique. Si je n'ai pas de preuves, si je n'ai pas de traces, eh bien j'ai des hypothèses. Et tant que quelque chose ne vient pas contrecarrer mon hypothèse, eh bien je vais raconter une vérité qui paraît la plus probable. Mais en science, c'est quelque chose que l'on va affirmer jusqu'à ce que quelque chose vienne le contredire. C'est un principe scientifique. Donc c'est sûr que ce n'est pas un principe d'idéologie, comme on va l'avoir ici dans un autre contexte. Quand on est dans l'idéologie, le dogme de la croyance plutôt religieuse, par exemple, eh bien ici, on affirme la vérité et elle devient sacrée. Donc on a vraiment deux façons d'observer le monde, de l'étudier, qui ne peut pas être conciliée. Et ça, je pense qu'il faut aussi prendre conscience parce que souvent, eh bien, on voit les deux camps qui s'opposent et selon notre point d'intérêt, on peut reconnaître les arguments chez les uns chez les autres. Ce côté ici qui ne fonctionne pas entre eux, c'est parce qu'il n'y a pas de point au centre. Donc, on revient vers le soi. Ce phénomène, il est très extérieur et je vous invite vraiment à aborder ici, quel que soit votre sujet d'étude, de cette même manière, à mi-point entre la croyance et ce que vous auriez la capacité ici de prouver ou ce que d'autres auraient eu la capacité de démontrer. Si c'était un objet d'étude de façon, ici c'est plutôt, j'approfondis ma connaissance très extérieure et pas ma connaissance de moi-même. Et tout passe par le fait de recentrer. Quand on étudie les choses, et surtout si on multiplie les points de vue, on voit les points communs, on voit les choses ici sur lesquelles il y a quelque chose qui peut se rassembler, et puis on voit tout ce qui diverge. Mais au moins on voit un ensemble, donc on est capable d'avoir un champ de perception qui est élargi. C'est pour ça que je parle de voir. Mais il faut définir ce que l'on regarde, donc ce que l'on sélectionne. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est important. C'est une méthode, si vous l'appliquez à l'extérieur comme à l'intérieur, qui vous permet de dépasser les choses. Pourquoi ? Eh bien, parce que le centre, c'est le fait de dépasser en se recentrant. Donc, on ne dépasse pas la croyance en allant dans des contraires. On ne dépasse pas le prisme ici de nos propres croyances où on ne voit pas le monde, évidemment dépasser les siennes. Si effectivement on choisit d'adhérer à quelque chose, de le quitter et d'adhérer à autre chose. Principe ici de l'équilibre, principe ici de l'harmonie. On est vraiment dans la vérité que porte la balance. Pour que les choses soient harmonieuses, il faut qu'elles aient un centre. Autrement, il n'y a pas de zone neutre. Et si ce n'est pas neutre, eh bien, on va aller s'opposer. On va créer ici du conflit. Et donc, on va créer du chaos. Le chaos de l'harmonie n'est le conflit et du conflit n'est l'harmonie. On a la possibilité de passer de l'un à l'autre. C'est un passage. Mais il faut regarder, évidemment, ici, comment on fait circuler cette onde. Donc, tous les mythes reposent évidemment sur des mêmes bases et globalement, quelle que soit la discipline, il y a des bases, il y a des points de base. Mais après, c'est la conciliation de ces hypothèses qui, dès lors qu'elles ont été tournées dans quelque chose qui est moins tangible que ce que la science pourrait être en capacité de prouver, eh bien, il y a une extraction du soi. On n'est même plus en dehors. En fait, ici, on est en extraction. C'est même un petit peu plus, puissant, je crois, ici, que la simple science. Donc, placer notre boussole ici au centre, c'est ce qui permet d'altérer cette notion qui est une contrainte au départ, qui s'appuie de fait ici sur une vérité qui est potentielle, mais qui n'est plus la nôtre. Donc, si on ne revient pas au centre, il n'y a pas cet espace neutre. Et donc, il y a plutôt de l'adhésion, et il y a plutôt le fait d'acheter quelque chose que quelqu'un nous présenterait, mais effectivement, on n'est plus dans le filtre ici de nous-mêmes. Dans cette façon, pour nous, en tout cas, c'est notre vérité. Donc, c'est notre manière de concevoir le monde. Et ce point de convergence,
qui revient à utiliser la boussole du soi pour altérer justement quelque chose qui est sous contrainte, donc pour libérer ici finalement l'illusion qui est formée par ce plan physique. Donc reprenez encore une fois l'inconscient collectif qui est lié à l'humain. On cherche, et ça, donc parce que le point de convergence, il est évidemment sur la philosophie bouddhiste. Les bouddhistes expliquent qu'on dépasse l'illusion quand on arrête de chercher l'architecte, en fait. Quand on arrête de s'interroger sur notre position en tant qu'humain, que l'on libère de fait ici la contrainte exercée sur l'humain, alors effectivement on dépasse le soi qui a cherché à être moi, et donc on arrive dans le non-soi. Ça, c'est la philosophie bouddhiste, alors en version très simplifiée, mais globalement ici vous avez le sens global en fait. Donc Bouddha explique que la problématique, c'est effectivement l'individu, parce que l'individu s'identifie, il s'identifie comme un être humain, mais en fait, il n'est pas réellement un être humain. Il y a cette notion ici de divinité qui s'incarne en fait un peu, alors je vais le schématiser. En gros, tiens, il y a de la lumière, j'ai décidé de m'incarner, et donc je me plonge dans l'illusion. J'oublie en fait que je fais partie d'autre chose, et donc je m'incarne en illusion, en construisant de fait ici des cages et des barrières qui me fait complètement m'oublier. Donc pour me retrouver, je dois libérer ici la question de l'architecte et donc de l'objet qui est créé. Donc je dois vraiment sortir complètement de la forme. J'atteins l'illumination et de fait je libère l'ensemble des attachements, parce que dans la position humaine, je m'attache, je possède et donc je m'y accroche. Alors que j'ai besoin de rien, parce que en fait cette matière n'est façonnée que parce que j'y pense, et donc tout ce à quoi je ne pense pas n'existe pas. Et donc il y a une transmission donc qui est plus complexe, je vous la fais encore une fois ici de façon très très théorique, mais il y a le fait de trouver le soi pour basculer dans le non-soi. Et on trouve le soi, on bascule dans le non-soi, il n'y a plus rien. Et donc, il y a quelque chose qui est harmonieux. Alors, eux vont le regarder dans un côté qui est plutôt, d'ailleurs, Bouddha ne parlait pas ici d'énergie androgyne, mais il y a une idée ici de revenir à une essence première. Et donc, effectivement, il défend le rejet, en fait, parce que ça revient à ça. Quand on est dans le non-soi, on rejette l'individu. Donc ça, c'est pas notre philosophie, c'est-à-dire c'est pas comme ça évidemment ici qu'on voit les choses, c'est bien quelque chose qui nous parle dans le fait de trouver le soi. Oui, on peut trouver des points de cohérence avec notre manière d'interpréter, mais comme on vous l'a souvent dit, si on considère qu'il n'y a pas d'erreur, eh bien on aurait dû s'incarner en Asie, parce que si on ne s'est pas incarné en Asie, c'est qu'on a une autre expérience à conduire, donc on a d'autres choses ici à déduire, et on a probablement déjà vécu l'étape du temple, donc c'est pas forcément nécessaire. Et ce côté bascule vers le non-soi, si on se place dans la vision du cœur, me concerne en tout cas, et donc là ça va être vraiment que ma vérité, eh bien je vois que c'est un contraire. En fait, c'est contraire ici, c'est renier quelque part en majorité l'expérience humaine, c'est sortir l'humain de l'équation, et je vois que c'est incorrect en fait ici dans mon regard, mais ça reste ma vérité, donc c'est pas forcément quelque chose de toute façon tout ce que l'on fait c'est un partage, donc on vous demande pas ici d'adhérer, mais on voit qu'il y a un contraire, et donc c'est quelque chose qui certes est intéressant, qu'il faut étudier, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir du point de vue plus individuel, de notre point de vue, concilier. Parce que l'humain, il a des potentiels. Il a le potentiel d'expérimenter. Donc, s'il a la possibilité d'expérimenter les contraires, c'est qu'a priori, il a la possibilité de les concilier. Et ça, c'est plutôt l'expression de notre vérité. Alors, est-ce que ce que l'on partage, est-ce que ce à quoi on croit, est-ce que c'est la vérité? Bon, si vous nous écoutez, vous savez que non. On vous dit toujours ça ne l'est pas, c'est la nôtre. On ne vous demande pas ici d'utiliser autre chose que la vôtre. Mais on pourrait, quand on analyse quelque chose, on pourrait s'interroger autour de cette notion-là. On pourrait trouver des critères qui nous permettent, à chaque fois qu'on saisit une information du point de vue extérieur, de travailler à regarder et voir. Et donc pour ça, il faut utiliser le prisme qui est la vérité et son mécanisme. Et se poser les questions.
Est-ce que ce qui est énoncé est sacré? Sacré, c'est quelque chose qui ne peut pas être souillé, c'est quelque chose qui ne peut pas être touché sans être perverti. Donc comprenez que c'est inaltérable, et si vous comprenez que c'est inaltérable, vous comprendrez que l'autre racine de sacré, effectivement, indique qu'il faut délimiter la zone, donc ça devient indiscutable. Donc ce qui est sacré fait que ça ne peut pas être remis en question. Bon, est-ce que effectivement une vérité dite sacrée est une vérité juste? Si elle ne peut pas être remise en question, alors que le monde tourne et qu'on passe des cycles et des cycles et des cycles, est-ce qu'on pourrait considérer qu'une vérité sacrée est une vérité? L'autre question autour de la vérité, c'est la vérité universelle. Alors, universalis, ça signifie être tourné vers l'un. Donc, comprenez ici l'unité. L'unité, c'est ce qui nous permet d'inclure la totalité des êtres et des choses. Est-ce qu'une vérité peut être universelle? Dans notre point de vue, non, parce qu'en fait, on ne peut pas intégrer l'ensemble des êtres et des choses au titre d'une même vérité. On n'a pas le même rythme, on ne passe pas les mêmes cycles. Il y a des différences entre les êtres. Alors, il peut y avoir un point qui nous rapproche, mais un point qui nous rapproche n'est pas l'unité. En fait, c'est un point qui nous rapproche. Et le rayon est beaucoup plus large que le centre ici de la forme. Donc, le départ de la forme peut être similaire, mais aujourd'hui, on voit que même lorsque quelque chose est similaire, il est divisible, en fait. Et donc, on peut avoir des interprétations multiples. Et donc, de notre point de vue, aucune vérité ne peut être ni sacrée de fait, ni universelle. Est-ce qu'une vérité peut être idéologique? C'est issu du grec idée, et donc c'est un discours d'idées. C'est donc un ensemble de doctrines finalement qui s'opposent à la science. Cette opposition à la science, pour nous, fait qu'une vérité ne peut pas être idéologique, elle ne peut pas être conduite comme telle. Si elle l'est, ce n'est pas une vérité, c'est une idéologie. Et donc, ici, si on ne peut pas l'opposer à la science, ça veut dire que ce n'est pas vérifiable, et donc que l'expérimentation, elle n'a pas eu lieu. Et on trouve que c'est dangereux, parce qu'une idéologie, finalement, elle repose sur rien. Et elle peut, effectivement, pousser un collectif à être dans un extrême. Et donc, une idéologie va nécessairement être assortie d'un manque de tolérance et ne va pas ici permettre que d'autres idées, d'autres doctrines aient leur place, en fait. Donc, il y a forcément quelque chose qui, avec le temps, ne peut devenir que communautaire, totalitaire. C'est l'inverse, ici, d'un monde pacifique, d'un monde qui se retrouve sur des mêmes fondations, des mêmes bases. Donc, les idéologies, elles sont quelque part celles qui vont diviser le monde plutôt que de le rassembler. Est-ce que notre manière d'adresser le monde ici se fait au travers d'une vérité manipulable? De ce point de vue-là, si on prend manipulation dans son sens originel, je crois qu'on pourrait dire que oui, en fait. Ça désigne... donc c'est manipulus, et en fait ça désigne la poignée de blé que l'on prend dans la main pour distribuer, ici pour semer les graines. Mais ce qu'il faut comprendre dans le mot manipulus au départ, c'est que c'est le contrôle du geste, en fait. Donc c'est un geste en particulier que l'on sait contrôler, donc que l'on sait faire finalement, donc c'est quelque chose dans lequel on est habile, en fait. Donc on est habile ici parce qu'on a appris à manipuler l'outil qui nous permet de... Donc, dans le sens premier qui est manipulus, oui, en fait, c'est l'outil dans lequel on s'habitue à être habile, et parce qu'on est bon ici dans ce développement, donc que quelque part, on sait finalement donner l'opportunité à la personne d'apprendre à manipuler elle-même ce qu'elle saura semer, eh bien oui, en fait, l'expression, dans ce cas-là, de notre vérité, elle est dans l'angle de manipulus. Maintenant, aujourd'hui, la manipulation, ce n'est plus ce que cela signifie. On a associé de façon plus moderne l'intention. Alors dans ce cas-là, est-ce que effectivement, si on a sorti l'attention, est-ce que ça fonctionne? Si l'intention est neutre, oui, en fait. À partir du moment où il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de notre part à mettre cet outil dans les mains de tout le monde. Et donc on considère que l'habileté est la clé.
il n'y a pas de dérive. Mais si par contre, effectivement, il y a une intention ici de nuire, on n'est plus dans Manipulus, en fait, parce que Manipulus a au moins l'avantage d'être dans la manière de faire. On est en fait dans l'idéologie. Et donc, il y a ici une forme de dérive, et c'est ça aussi qui est important, c'est que cette idée d'emprise, elle est, parce que là ça renvoie clairement à l'emprise, l'emprise, elle n'est pas que négative, elle n'est pas positive pour autant. Si elle est neutre, en fait, c'est une manière de se programmer, donc c'est une manière d'altérer la programmation et de la modifier en mutant. Donc ça ne peut pas être vu comme quelque chose ici de négatif, si et seulement si c'est issu de votre propre habileté. Parce que là, de fait, ce que vous créez n'appartient qu'à vous. Donc tout dépend de la manière dont on utilise. Cette manière de faire, c'est celle qui doit être étudiée. Toute chose est une ressource, c'est la manière d'utiliser la ressource et donc l'intention qui compte. Et c'est ça, en fait, le fait de considérer, regarder et voir. Regarder, c'est la manière de faire. L'intention, c'est la vision, donc c'est voir. Si je regarde sans voir ou si je vois sans regarder, comment puis-je avoir l'information que je suis au centre? Comment je ne peux pas glisser d'un côté ou de l'autre? Parce que, effectivement, les deux doivent fonctionner ensemble. On ne peut pas simplement être dans la manière d'adresser, parce que si on ne comprend pas l'intention d'adresser, eh bien, on pourrait, sans même le désirer, on pourrait glisser, en fait. Si, par exemple, on vous met dans les mains quelque chose qui n'est pas pour vous, eh bien, vous pourriez vous blesser si on n'a pas accompagné ici, s'il n'y a pas d'intention d'accompagnement. Si on vous dit, bah, voilà les graines et débrouille-toi, vous ne savez même pas ce que c'est peut-être ici de faire pousser du blé, il ne va rien se passer, vous ne pourrez pas vous nourrir. Donc, ce serait quelque chose qui ne serait pas justement tourné dans un sens de croissance. En revanche, si on ne vous impacte que de la vision, si on vous transmet que des informations, si on vous explique à quel point le monde peut être extraordinaire sans vous donner la manière de faire, vous vivez dans un rêve en fait. Et donc ici, il faut comprendre à quel point ces deux points que sont regarder et voir ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Et donc notre manière d'observer ne peut être que complète. Autrement, il n'y a plus de capacité à visualiser le centre et à être dans notre propre axe. Donc, adresser l'observation de manière complète, c'est effectivement définir comment altérer d'une part la pensée et être conscient des outils dont on a besoin pour que cela puisse se faire. Altérer la pensée, c'est choisir de ne pas ignorer ou de ne pas faire abstraction de certains éléments. Dès lors que l'on a un objet d'étude, c'est d'aller chercher et de multiplier les possibilités, les sources pour tirer soi-même l'essence, en considérant que chacun dispose de sa vérité. Chacun a la capacité, à partir d'un concept qui sera abstrait de toute façon, parce qu'il est entre votre croyance, donc votre manière de comprendre le monde, de l'aborder, et votre manière de vous comprendre, et ce que vous aurez vécu. Et ça doit pouvoir être dynamique parce que au départ, quand on commence et qu'on étudie quelque chose, eh bien on ignore de nombreuses choses. On n'a pas toujours accès à toutes les connaissances, et notamment de nous-mêmes. Quand on travaille sur soi, on n'a pas accès à toutes les connaissances. Il y a les souvenirs, biaisés souvent parce qu'il y a eu des sentiments associés et on ne dispose que de notre point de vue. Si on veut voir l'ensemble d'une scène qui s'est produite dans notre vie, il faut utiliser l'empathie. On n'a pas le choix, en fait. Sinon, on a toujours une zone incomplète. On est, par exemple, dans notre propre souffrance, mais on ne comprend pas que ce que l'on a fait peut avoir eu un lien de causalité et peut avoir généré ici cette situation. On va regarder la personne qui s'est comportée de manière peut-être agressive avec nous, qui a refusé peut-être d'écouter, voire qui nous a, qui nous a dénigrés, enfin peu importe.
Mais il y a toujours une causalité. Dans la vie, tout est fait de causalité. Donc de toute façon, on suit cette séquence pour une raison. Et cette raison, notamment au départ, elle est induite par nos comportements inconscients. Parce qu'on a besoin de jouer certaines scènes, on a besoin de créer une certaine trame qui va nous permettre d'apprendre. Donc, pour pouvoir dépasser ici cette zone, il faut accepter d'être au centre. Donc, il faut accepter, pour que l'altération puisse avoir lieu, de regarder les choses dans un ensemble. Et non plus par certains traits qui sont caractéristiques de notre pensée au départ, et qui ne sont pas similaires chez tout le monde, mais qui sont, allez, globalement, on va en donner 3, parce que c'est vraiment des traits communs. La complaisance. On va accepter des choses pour faire plaisir. La partialité. On va accepter des choses parce qu'on a une préférence, et donc on va préférer s'arranger ici avec une vérité qu'on sait imparfaite. Mais on aime bien ça. Donc ça nous fait, c'est pas acquiescer pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple. Là, c'est acquiescer pour se faire plaisir, en fait, parce que c'est plutôt quelque chose dans lequel on a un intérêt. Ça va un petit peu même au-delà de la préférence, c'est notre intérêt que l'on défend. Et puis le trait le plus commun, parce que quelqu'un qui va plutôt aimer faire plaire aux autres, il va pas être dans la partialité. Il va plutôt ici laisser sa préférence à l'autre. En revanche, quelqu'un qui est dans la partialité, c'est quelqu'un qui, inconsciemment, qui possède les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il a la capacité de s'arranger avec la vérité. Il va de toute façon être dans sa propre opinion et il va tout faire pour l'imposer aux autres. Donc on a quand même 2 comportements ici qui sont assez opposés. Par contre, il y en a un qui est commun, c'est la facilité. La facilité, c'est le minimum d'effort. Ça, globalement, c'est très commun et celui-ci n'a pas réellement d'opposé. Donc, faire les choses sans effort, se dire ce qui est, ça, c'est un truc qui est un peu piégeant parce que, oui, ce qui est, mais pas dans la facilité. En fait, pas dans la facilité parce que ce qui est, parce qu'il y a une maîtrise, parce qu'il y a un travail, pas parce que les choses sont faciles, mais parce qu'on est devenu habile. Et donc, qu'est-ce que l'expérience nous permet de faire ? Elle nous permet de maîtriser, elle nous permet de devenir habile. Si en revanche, on se dit, ce qui arrivera, pas vraiment besoin de moi, timing divin, ça va me tomber dessus, il n'y a pas de problème, je vais recevoir l'info par la poste, ça n'arrivera pas, en fait, parce que finalement, ici, je me déresponsabilise de la prise en main de mon chemin. Je vais attendre que les choses se produisent, je vais attendre la synchronicité, le signe de l'univers, la personne qui va me dire, je ne dis pas que ça ne peut pas se produire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une information qui peut venir de cette manière-là. Mais en fait, ici, il faudra s'interroger si lorsque l'on est dans finalement le tout va bien, est-ce que je suis en récupération ? Est-ce que je suis dans l'attente saine, c'est-à-dire j'ai fait tout ce que j'avais à faire et maintenant il faut quand même qu'il y ait tout un ensemble qui se synchronise, mais ça c'est parce que je sais être dans l'effort et j'ai mené quelque chose dans lequel maintenant je me place en position d'attente parce que je suis dans ma sérénité, je suis ni dans ma patience ni dans mon impatience, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire et j'agis au présent. C'est pas de la facilité, loin de là en fait, c'est de l'habileté. Donc c'est vrai que pendant tout un temps, si on est, donc on sera dans la complaisance ou dans la partialité, ça c'est un trait qui est, on ne peut pas trouver ces 2 traits chez une même personne, enfin en tout cas je ne crois pas, j'en ai pas vu en tout cas. Par contre la facilité, oui, ça on peut l'avoir régulièrement. Donc ce sujet-là, il est important parce qu'il est celui dans lequel on facilite non pas le développement de la compétence, l'approfondissement, la connaissance, on facilite l'accès à l'ignorance, en fait. Et donc, à la responsabilité que l'on pousse ici à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez... Quand je vous dis commun, oui, parce que en fait, c'est assez caractéristique de certaines blessures et qui, dans la programmation humaine présente, est très prononcé. Donc, c'est pas de notre faute. Ça, on va avoir certains mécanismes autour de ça. J'ai fait tout bien.
Donc, il n'y a pas de remise en question. Et là, c'est facile, en fait, ici, de se laisser glisser dedans. Et puis, c'est amplifié par d'autres phénomènes parce que, il peut y avoir des croyances qui sont venues le renforcer. Donc, peut-être qu'on n'était pas dans cette notion de facilité, c'était peut-être un peu moins présent, mais on peut y avoir glissé, notamment si on a augmenté le côté idéologique, sacré, universel, donc que globalement, on s'est cultivé dans la spiritualité. Ça, oui, clairement, ça peut avoir beaucoup pris le relais. Et ça, c'est une dérive. Ça peut être très présent aussi à l'intérieur de vous parce que c'est peut-être votre challenge. Vous avez peut-être une facilité justement ici à glisser dans les dogmes. Et donc, si c'est le cas, c'est vraiment de la vérité très extérieure à vous-même et donc vous pouvez être très challengé dans votre propre circuit. Mais là, on est dans le domaine plus individuel. Mais on a plus d'une majorité de personnes qui savent facilement de fait glisser dans la facilité, donc glisser dans quelque chose qui va demander le minimum d'effort. Et bon, il n'y a qu'à voir aussi la manière dont, quelque part, la communauté, celle ici que l'on anime, agit et réagit autour des contenus. On peut avoir sur le papier beaucoup d'abonnés, mais combien réellement êtes-vous à suivre les vidéos ? Il suffit de le regarder, en fait, il suffit de voir les vues. Vous allez le comparer avec le nombre de personnes qui sont abonnées, vous allez vous interroger, alors nous on l'a fait souvent, mais enfin, notamment au démarrage, parce qu'on ne comprenait pas trop, en fait on s'est dit c'est bizarre d'avoir autant de personnes, et c'est bizarre finalement d'avoir aussi peu de lecture de contenu. Et puis quand on comprend comment fonctionne par automatisme l'humain, y compris celui qui prétend se développer, on a la réponse. En fait, c'est parce que le trait commun, c'est la facilité. Donc, on ne propose pas ici un contenu qui est facile, clairement. Et donc, soyez évidemment, pour celles et ceux qui écoutez ces contenus-là, dites-vous que vous ne faites pas partie de cette catégorie, déjà. Parce qu'il faut quand même suivre. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur que si on faisait ici un contenu que je vais appeler populaire. Des tirages de cartes. Alors, je le dis souvent, c'est pas de jugement, mais les gens vont préférer aller regarder un tirage astro qui est généraliste et qui bien souvent est assez identique d'une personne à l'autre, plutôt que de développer sa pensée propre. On va préférer regarder les 3 lignes d'astrologie ou écouter un tirage de cartes parce qu'on aime bien les cartes. Encore plus si on adresse ça en domaine, donc le travail, le sentimental. Alors ça plaît encore davantage, mais ça c'est quand même facile de le faire. Et là, on serait probablement en train d'alimenter justement cet angle qui dérive, parce que c'est quand même une dérive. C'est une consommation ici pour se rassurer et dans lequel on confie, parce qu'il y a une forme de soumission bien sûr, on va confier ici aux personnes que l'on regarde notre capacité de réflexion. Et en fait, on va beaucoup se laisser porter par ces informations qui sont très extérieures. Et en gros, si on nous annonce que tout va bien, on se sent bien. Et puis quand on commence à nous dire qu'il y a un problème, là on va chercher partout le problème. Quand même, c'est une façon de se diriger qui est particulière. Alors, c'est un passage, encore une fois, je pense qu'on passe tous par là. Mais il faut que ce soit un passage, parce que là, sinon, on s'y enferme. Donc, au-delà du fait que ça pousse à la déresponsabilisation, ça ne permet pas d'accéder justement à la conciliation. Parce que, en fait, on ne dépasse pas quand on fait ça, et puis on intègre des choses qui sont contradictoires avec notre être. Donc, certes, on assemble, mais on assemble beaucoup de pièces qui ne nous concernent pas. C'est rarement neutre, donc on ne peut pas dépasser, puisque pour dépasser, il faut se recentrer. Alors, comment se concilier ? Là, vous avez quand même une formule globalement qui a été déjà en échec 3 étapes en avant, donc on n'y arrive tout simplement pas. Par contre, quand on y arrive, donc quand on a travaillé, qu'on a assemblé nos propres pièces, que l'on a compris qu'on va dépasser en recentrant ou que l'on y est, on doit travailler cette conciliation. Cette conciliation, elle est difficile. Elle est vraiment impulsée par le défi du scorpion, mais elle est très difficile parce que c'est regarder et voir. C'est donc ici notre capacité
à nous orienter de façon intentionnelle, donc avec le regard. On regarde avec la tête et on voit avec le cœur. Donc c'est la capacité ici à utiliser sa base intérieure, son ressenti. Donc le champ de perception, si vous préférez, qui, chemin faisant, au gré de votre apprentissage, s'est énormément élargi. Est-il au plus près de votre nature? Pas au moment de la conciliation. Au moment de la conciliation, vous êtes en train d'altérer votre vision sur le monde. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'effectivement, on va avoir une tendance, un besoin aussi parfois, de retenir notre attention sur quelque chose en particulier. Il y a de l'attachement en fait qui va avec. On n'est pas dans l'amour à ce moment-là, on est dans la distorsion humaine. Et donc c'est compliqué parce que effectivement, il va falloir altérer notre conception de nous-mêmes. Et pour que notre conception de nous-mêmes évolue, il va falloir altérer notre conception du monde. Donc c'est quelque chose évidemment ici qui est difficile. On va avoir la possibilité en général de regarder ou la possibilité de voir. Et c'est tout un apprentissage, c'est tout un effort ici de faire les deux. On va dire que dans les grandes tendances, quand on est une énergie féminine, on utilise plutôt l'énergie de cœur. Quand on a un masculin, on regarde. Donc on est plutôt dans l'étude des comportements, la manière de faire, c'est celle qui compte en fait. Pas forcément par rapport à soi, mais quand on regarde ce qui est autour de nous, on regarde ce que les autres font. Et quand on est énergie féminine, on regarde comment on se ressent avec les autres. Mais les deux sont des angles. Donc les deux, en fait, ici, se coupent l'un de l'autre. Et c'est ce qui rend difficile. Donc en fait, ici, revenez sur tout ce qu'on vous a souvent dit par rapport au féminin et au masculin. Le féminin va devoir apprendre à faire et le masculin va devoir apprendre ici à ressentir. C'est pas quelque chose qui est inné en fait au départ. C'est le principe même de notre propre source de division intérieure. Il y a des petites variations. On va avoir des énergies féminines et elles le savent parce que c'est dans leur étape de réinitialisation. Donc elles savent qu'elles ont, pour certaines, un circuit inversé. On a des énergies féminines qui ont un yang qui est prédominant et donc un féminin qui est très difficile d'accès. Ça augmente évidemment leur capacité à adresser les choses depuis la tête ou inversement. C'est-à-dire qu'on a des féminines qui sont complètement bloquées dans le mouvement du faire. Et donc, certes, qui ressentent beaucoup, mais qui restent dedans, en fait, qui restent vraiment ici dans une forme d'introversion, manque ici de confiance en soi, une difficulté à se positionner dans son énergie. Donc les deux, en fait, ici sont des circuits contraignants. C'est la source de la dualité, en fait. C'est vraiment ici la source de la division. Mais on a inversement, c'est-à-dire qu'on va avoir des masculins qui effectivement vont avoir une sensibilité au niveau du ressenti qui est exacerbée. Et donc là, on va avoir des circuits, alors pour le coup en masculin, on serait dans de la dépendance affective. Il n'y a pas de dépendance affective chez le féminin, même si beaucoup l'imaginent. Non, il y a une dépendance ici qui existe d'un point de vue insécurité, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sécuriser. Et donc, il y a une dépendance ici aux autres parce qu'on les voit comme capables de sécuriser ce que nous, on n'arrive pas à faire pour nous-mêmes. Mais la dépendance affective, par exemple, est vraiment un reflet ici d'une énergie masculine inversée, tout simplement, en fait. Eux, et donc il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, ils sont obligés de complètement enfermer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et ils sont capables, évidemment, ici, de énormément être dans la complaisance, nous faire ici, en tant qu'individu à qui cette personne va chercher à faire plaisir, ça peut être très débordant en fait autour de ça. Intérieurement, c'est la différence ici. C'est-à-dire que ils nous laissent faire les choses. Ce serait le genre ici de personnes qui laisseraient les autres faire. C'est pas que c'est même pas une question est-ce que ça m'embête, est-ce que ça m'embête pas. Vous entendrez souvent ces personnes dire écoute, si ça te fait plaisir, vas-y. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'elles ressentent? Non, elles sont dans la complaisance. Si ça te fait plaisir, vas-y. Si c'est ce que tu veux, après, il y aura ce qui viendra. C'est-à-dire qu'en général, quand on nous laisse faire quelque chose de cette manière-là, il y a quand même quelque chose qui couve derrière tout ça. Mais
Si en plus on est sur des attachements où on en a un qui est en complaisance et l'autre qui est en partialité, c'est-à-dire la personne qui ici va elle montrer sa préférence, comme elle s'arrange avec la vérité, elle va pas voir en fait, elle va à peine apprécier le fait qu'on soit complaisant avec elle. Donc vous voyez un petit peu comment les choses se structurent ensuite dans les liens. Parce qu'ici on a une différence entre regarder et voir, et ça c'est pas concilié d'un point de vue de l'individu au départ, donc forcément ça donne des liens en opposition. Donc dans le défi du Scorpion, je vous ai beaucoup invité à différencier le fait d'être regardé ou d'être vu. C'était tourné vers vous, ce qui est normal parce qu'on était dans le monde intérieur. Ici, dans cette vidéo, je vous le ramène dans l'œil inverse. C'est-à-dire que, ok, vous pouvez être regardé ou vous pouvez être vu, mais il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut le distinguer. Avez-vous la capacité à distinguer lorsque vous êtes vu ou lorsque vous êtes regardé ? Dans le monde qui vous entoure, si le regard et la vision ne sont pas conciliés, c'est non. En fait, vous vous interrogez probablement depuis qu'on est entré dans le défi du Scorpion. Est-ce que par certaines personnes je suis regardée ? Est-ce que par certaines personnes je suis vue ? Et peut-être que vous cherchez à adresser la réponse. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas. Peut-être que vous l'avez pour certains et peut-être que vous avez des doutes pour d'autres. Pour faire lever ces doutes, il faut concilier cela à partir de vous-même. Ça doit être dans votre propre constatation. Ça doit être dans votre mécanisme ici d'observation. Tant que vous n'avez pas la capacité d'avoir la certitude dans un sens ou dans un autre, donc tant qu'il va y avoir des questionnements entre être vu, être regardé vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis des autres, eh bien là, vous allez avoir la zone de friche dans la conciliation. Et vous savez que vous devez travailler à altérer et à muter. Entre les deux, vous allez avoir des problèmes et vous allez utiliser le principe de la solution. Parce qu'il faut apprendre à poser les problèmes, il faut apprendre à adresser les solutions. Parce qu'à ce stade-là, c'est ce que l'on voit, un problème. On n'a pas encore la zone disponible pour dépasser. Et donc, on ne peut pas entrer dans la mutation et l'altération. C'est juste une question de cycle. C'est pour ça que je vous le dis, et c'est pour ça que je vous rappelle que c'est difficile le Scorpion, parce que c'est une question de cycle, c'est une question de maturité. Au moment où c'est le moment, vous allez choisir d'être vu. En fait, déjà, il y a ce truc-là qui se met à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on s'interroge autour aussi parfois de la libre volonté. Ça va être très intérieur. Vous allez passer dans le lion, quel cœur êtes-vous ? À ce moment-là, la séquence, elle va se lancer en fait. Je sais peut-être pas, mais je veux pouvoir être dans mon cœur. Et quand vous allez arriver en Scorpion, vous allez dire, je veux être vue. En fait, je veux être vue parce que finalement, comme je suis dans un monde relatif, le fait d'être vue va me donner une projection. Donc, je veux qu'on me voie. Donc, vous allez activer ici ce choix d'être vue. Et donc, à ce moment-là, vous activez votre volonté intérieure. Parce que vous allez désirer quelque part, le Scorpion porte aussi l'énergie des désirs, vous allez désirer rayonner à l'extérieur. Vous ne savez pas vous identifier peut-être avec des mots, votre connaissance de vous, elle peut être justement beaucoup dans le champ de perception, notamment si vous êtes féminine. Vous ressentez, en fait, ici, vous ressentez les possibilités, vous ressentez cette espèce d'immensité, vous la regardez plus vers le haut, vous la regardez depuis dedans. Vous avez envie que ça rayonne. Vous avez envie ici de pouvoir réaliser vos rêves. Et au moment où ça se passe, vous avez même accepté, j'imagine, en majorité, mais vous allez peut-être le conscientiser avec cette vidéo, vous avez accepté l'absence de forme. Vous êtes vraiment dans ce que vous cherchez à connecter dans le sens de l'état d'être. Et donc, vous savez ce que vous voulez ressentir. Mais vous vous interrogez sur le comment. Et c'est très légitime. C'est parce que vous en êtes justement, vous êtes en train de tourner autour de l'altération, autour de la mutation. Vous tournez autour de la porte du monde, comprenez-le aussi. Vous tournez autour de la porte du monde, vous tournez autour de l'amour, vous tournez autour de quelque chose. Ma fille utilise cette petite image que je vais vous partager. Elle me dit, c'est comme si le cœur ouvrait ses volets. Voilà, c'est ça, ouvrir la porte du monde. C'est comme si le cœur, quand il se met à voir, finalement, c'est comme s'il ouvrait ses volets.
Et donc à ce moment-là, je lui rappelle, je lui dis oui, ouvrir les volets, c'est bien. Ceux du cœur, il n'y a pas de problème. Ouvre ceux des yeux, s'il te plaît. Parce qu'il va falloir voir la différence quand même entre le cœur et la tête. Voilà, il y a un petit travail de conciliation. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important parce que oui, vous pouvez le voir comme ça, vous pouvez mettre dans votre routine, ouvrir les volets du cœur, ouvrir les volets ici des yeux. Vous allez forcer l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est prêt à émerger, pas l'autre, mais peu importe, c'est prendre ici une nouvelle habitude et puis c'est surtout exprimer une volonté autour de ça. Parce que l'amour, en fait, à un moment donné, la porte justement, les petits volets du cœur, ils vont s'ouvrir. Vous allez le sentir, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être que ça va devenir une habitude, ça peut être très mental. Et puis, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir parce que vous allez ressentir que quelque chose, par exemple, vous attire, etc. De toute façon, il y a une vraie différence qui se marque. Donc, on va pas... ici, c'est pas l'objet. Ici, c'est vraiment travailler ce mécanisme un peu des volets. Mais vous allez comprendre ici la réciprocité. Parce que, en fait, être vu, être dans l'expression de sa volonté intérieure, souhaiter rayonner à l'extérieur, c'est ce qui vous concerne. Mais il y a un monde. Quand vous exprimez l'amour et ce qui est présent à l'intérieur de vous, donc vision du cœur, c'est pas universel. Vous savez qu'on ne peut pas embrasser ici cet amour, il est certes très grand, mais ce serait assez incorrect de considérer tout un ensemble sans constater en fait ici les écarts. Et probablement que vous faites déjà la différence entre ce qui finalement peut être alimenté en faisant cela, et donc il peut y avoir eu une forme ici de séparation, si vous préférez, avec cette idée plus universaliste, les idéologies qui vont avec, etc. Si ce n'est pas le cas, ça sera un passage, il faut le faire parce que on ne peut pas embrasser l'amour de tout et toute chose. Il faut adresser ce qui nous correspond, en fait, ce qui nous concerne. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a vu la fois précédente. Ce que vous portez à l'intérieur de vous, votre vérité, elle est dans votre expérience. Et ça ne peut pas être une vérité de façon universelle puisque vous n'êtes pas dans ce même champ d'expérience. On n'est pas dans le champ d'expérience de la totalité des êtres et des choses sur cette terre. On est dans le nôtre. Et puis, il y a des choses, évidemment, ici qui peuvent nous rassembler, mais il y a des choses qui vont nous faire diverger, si on se met de cette manière-là. Ce mécanisme de partage, lorsqu'il est adressé dans l'angle extérieur, donc si vous abordez le monde, volet ouvert sur le cœur, volet ouvert sur le regard, c'est ce qui va vous permettre d'activer le partage. Parce que si vous avez les deux parties qui sont ouvertes, vous allez vous apercevoir de la différence entre attachement qui se place en fait ici au niveau de la tête. Souvenez-vous ce qu'on a vu plus tôt ici dans l'année. Donc ça se passe dans le regard en fait. Et d'ailleurs, on le dit souvent, les yeux sont le reflet de l'âme. Les liens, ça passe par l'âme. Donc oui, probablement, les yeux sont le reflet de l'âme. Le cœur, c'est le reflet de la conscience. Donc, vous pouvez distinguer les volets ouverts de cœur à cœur ou de regard à regard. Et quand on est effectivement ici capable pour soi de voir et de regarder, au-delà du fait que l'on va trier, que l'on va filtrer, on va répondre à cette fameuse question que l'on se pose avant d'avoir ouvert les volets. Est-ce que je vais savoir détecter? Est-ce que je vais savoir partager? Est-ce que je vais avoir cette capacité de comprendre qui me voit, qui me regarde? Oui, si vous choisissez de voir et si vous choisissez de regarder. Pas simplement d'être vu, mais choisir aussi vous d'observer, de constater, de concilier la tête et le cœur pour vous-même et dans le monde. Donc ça répond évidemment quand vous le faites. C'est ce qui vous permettra de répondre à la question, c'est quoi l'amour? En fait, parce que là, vous allez pouvoir trier, filtrer. Vous allez pouvoir savoir dans le sens non pas du sachant qui ici reporte des étapes sur un carnet, mais dans le sens du savoir qui s'appuie sur l'expérience. Vous allez prendre conscience de la valeur non pas simplement de ce que vous êtes, mais
dans quoi ici vous êtes situé. Donc une valeur aussi qui est réciproque. Vous pouvez être conscient de votre habileté, de vos compétences, de vos propres, de votre base en fait, de vos fondations. Et puis vous allez prendre conscience ici de ce qui se passe autour de vous. De la valeur évidemment ici que vous avez peut-être portée avec la tête et pas forcément avec le cœur. Vous allez pouvoir adresser surtout le sens au-delà de la valeur. Et c'est ce que cherche ici à faire le Scorpion. C'est à prendre conscience que certes il y a de la valeur mais il doit y avoir du sens. Et donc si effectivement on voit le beau avec les yeux sans comprendre le sens avec le cœur, eh bien c'est comme n'importe quelle belle chose en fait. Il y a des choses qui sont très belles mais qui sont très venimeuses. On peut ici aimer certains objets mais ça ne les rend pas pour autant dangereux ou précieux. Vous voyez, ça dépend du sens, en fait. Donc, on avait la rose ici dans la pleine lune. Oui, mais la rose, ce sont de jolis pétales, mais sur la tige, il y a des épines, en fait. Donc, il faut savoir utiliser. Il faut savoir ici où poser ses doigts sur la rose. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que quand les deux sont déconnectés, si je sais regarder mais que je ne sais pas voir, ou si je vois mais que je ne sais pas regarder, je n'ai pas conscience de l'ensemble. Et si je n'ai pas conscience de l'ensemble, je peux regarder la valeur ou je peux ressentir la valeur et ça peut ne pas être une réalité. Parce qu'il me manque un morceau ici d'analyse. Si en revanche, j'ai la capacité de regarder et de voir, je peux voir la valeur ici de la personne, mais regarder sa manière de faire et comprendre qu'elle est très éloignée ici de ce qu'elle est. Alors ensuite, je vais pouvoir apprécier l'écart entre les deux et je vais pouvoir utiliser ma volonté pour définir. Parce que, souvenez-vous aussi que vous n'avez pas la main à partir de ça. Et donc après, la seule disposition qui est la vôtre, c'est celle du temps. Si vous ressentez profondément qu'une personne en particulier a une énergie particulière, mais qu'elle n'a pas la possibilité d'embrasser son énergie, parce que lorsque vous allez regarder, vous allez voir à quel point c'est loin et qu'il faudra peut-être, je ne sais pas, 10 ans. Qu'allez-vous faire pendant ces 10 prochaines années? Est-ce que finalement, il est... Donc ça, après, c'est une question de valeur. Est-ce que la valeur de ce que vous portez vaut ici 10 ans d'attente? Ou est-ce que finalement, et si c'est quelque chose qui... donc là, on est dans l'acceptation de ce qui est. Hein, si c'est quelque chose qui relève du timing, est-ce que cette personne, eh bien finalement, elle doit poursuivre ici sa route, son cheminement? Et puis, si elle doit être dans votre vie, il faut savoir faire confiance aux liens parce qu'on a la capacité d'évaluer aussi les choses. Notre cœur a les réponses. Hein. Donc, on peut se dire, ok, mais dans l'état actuel des choses, je pèse en fait ici, j'équilibre ma vision. Ok, vision du cœur. Ouais, ok, mais alors en action, là, on est loin, loin, loin en fait. Parce que dans le fond, et c'est vraiment ce message-là que je veux vous passer pour conclure, tout le monde a le potentiel. Je vous le dis tout le temps en fait, en vrai, tout le monde a le potentiel. Tout le monde a le potentiel sans exception. On a tous un potentiel à l'intérieur de nous que l'on peut développer. Est-ce qu'on a tous une conscience telle qu'on le définit en tout cas dans notre regard? Il y a déjà un petit peu moins de certitude autour de ça parce que effectivement, c'est une question de cette individualisation, elle est relative quand même ici à la maturité de votre énergie. Donc, en théorie, oui, mais est-ce que cette conscience est une conscience mature? Et quel est l'écart en fait ici avec votre propre maturité de conscience? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Parce que là aussi, il peut y avoir des grands écarts. Et les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. Donc, il faudra s'interroger autour de la croyance. Il faudra s'interroger si ici, on n'est pas justement en train de s'arranger avec la vérité. On n'est pas en train d'aller dans un raccourci parce que ça demanderait beaucoup plus d'efforts parfois de s'interroger sur certaines personnes autour de nous, notamment dans la zone la plus intime. Mais
lorsque l'on fait ça, souvenez-vous qu'à cet instant-là, la seule chose que l'on envoie en termes de signal, c'est notre incapacité à assumer notre propre valeur, à être conscient et confiant par rapport à notre propre chemin. On est en train de se diviser, en fait, ici, avec soi-même, parce que ce qui est, est. Et il y a des raisons, si vous préférez, qui ont amené ici des divisions de nos énergies au départ. Et on travaille à concilier notre énergie. Et c'est ce qui rend l'altération et la mutation comme probablement étape la plus difficile. Parce que finalement, et je vous l'ai souvent dit, et d'ailleurs je vous l'ai dit quand on était en taureau, je vous l'ai dit voilà, on va chercher des excuses. En fait, c'est inconscient peut-être, mais on va chercher des excuses, beaucoup, pour passer devant la porte et ne pas l'ouvrir en fait, et ne pas répondre à cette question, c'est quoi l'amour ? Mais parce qu'on n'est pas, à ce moment-là, on n'est pas prêt. Et c'est pas grave, on ouvre la porte quand on l'est. Il y a un moment donné où c'est irrépressible, voire elle s'ouvre toute seule en fait. Quand c'est le moment, elle s'ouvre. Et dans l'intervalle, eh bien, on est dans des polarités qui s'inversent. En fait, on est dans le pendu. On va inverser, mais enfin, on reste dans la roue. Donc, un coup la tête à l'endroit, un coup la tête à l'envers. Et donc, parfois, on va chercher ici à sauver les meubles. Parfois, on va renoncer. Parfois, on va accepter. Parfois, on va quitter. Parfois, on va se dire, allez, essayons quelque chose au milieu. Changeons. Mais on ne mute pas. Et donc, effectivement, tout est question de valeur que vous vous accordez à vous, à votre individu, à votre nature, à votre existence. La valeur de cette vie. Rappelez-vous toujours que, certes, nous sommes des êtres multidimensionnels. Certes, donc le temps n'existe pas de cette manière-là et en tout cas dans notre façon de concevoir, ça s'adresse de façon simultanée. Mais il n'y a qu'un vous ici, en fait. Donc, et cette existence, on y est quoi. Enfin, c'est juste une question de position. Alors il y a peut-être un autre nous qui se débrouille mieux. Tant mieux pour lui. Mais ici, est-ce qu'on se projette 10 ans plus loin dans un même contexte ? C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. Quand on est dans l'hésitation autour de cette altération, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on a envie, là on est en fin d'année 9, est-ce qu'on a envie de recréer un cycle de 9 ans avec une tête parfois dans un sens, parfois dans l'autre, avec effectivement un comportement où on va devoir être, alors de fait beaucoup plus consciemment, complaisant, partial, il va falloir mettre le mouchoir sur certaines choses, donc il va falloir les ignorer, il va falloir de fait diminuer quand même ici notre curiosité, donc il va falloir jouer contre soi. La différence c'est que vous le savez, donc vous allez jouer contre vous-même de façon... C'est difficile de se dissimuler à soi-même une fois qu'on s'est révélé, donc ça peut amener quand même des situations un petit peu, je vais dire burlesques, parce que je pense que ça deviendra burlesque avec le temps. Ça peut durer peut-être, je sais pas, une année 1, une année 2. Je pense que ça saute en 3, mais bon, ça sera déjà pas mal d'avoir tenu 2 ans comme ça. Si vous en êtes à ce stade-là, ça sera énorme en fait. Ce qui est important, c'est d'adresser le centre. Vous n'êtes pas là pour sauver. Vous n'avez pas de responsabilité par rapport ici à ce collectif et par rapport à qui que ce soit, à l'extérieur de vous-même. Vous n'avez même pas besoin de vous sauver, vous avez besoin d'être vous. Et vous n'avez pas besoin de renoncer. Vous n'avez pas besoin de renoncer à vous-même. Allez pas vous mettre une blessure, en fait. Allez pas, ici, vous tirez quelque part une balle dans le dos. On avait ici des épées dans le mécanisme de Stéma. À quoi ça sert, en fait, ici, d'aller vous mettre de vous-même 10 épées dans le dos ? Il faudra se poser la question. Il n'y a rien de raisonnable dans ce mode ici de réflexion. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut être en lutte ici autour de ça. Parce qu'une chose, en revanche, est certaine, c'est que d'ouvrir les volets du cœur, c'est moins difficile que d'ouvrir les volets des yeux. Voilà, on va quand même se dire la vérité.
Par contre, ouvrir les volets des yeux, si c'est connecté avec les volets du cœur, je l'entends dans ce sens-là, hein, parce que là, du coup, on va avoir l'impression, une fausse impression, en tout cas ici, parce que si on a les yeux ouverts, mais effectivement qu'on a le cœur fermé, c'est pas que c'est plus facile, mais de fait, on fait les choses de façon plus automatique, plus robotique. Donc, est-ce que c'est plus confortable, moins confortable? En fait, il n'y a pas vraiment d'informations autour de ça. Ce qu'il y a, c'est que, oui, quand on ouvre les deux, en fait, bien sûr que c'est difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est difficile. Il y a de l'amour, en fait. Il y a de l'amour parce que on comprend, on change vraiment notre manière de porter le regard sur le monde. Et on voit, pas l'injustice, etc. On voit l'absurdité de ce sur quoi on se divise. On se dit, ce serait tellement facile. C'est vraiment pas une baguette magique hein, de résoudre ici les conflits. Ce serait une évidence d'avoir un monde en paix si on se rendait compte ici que la base même de notre division et de nos conflits, elle repose sur rien. Donc, il y a un côté où, oui, on peut regarder effectivement le collectif en se disant, mais c'est absurde, très très absurde. Et puis ensuite, au-delà du côté le plus absurde, c'est de se dire, waouh, le temps va être long, quoi. Parce que bon, c'est vrai, on peut aussi se le dire, le temps, on se dit, c'est un petit peu long. Parce que certes, il est absurde et en plus, globalement, a priori, je dirais qu'on peut rien y faire. Bon, et c'est là où après, voilà, hein, se recentrer, dépasser en se recentrant, c'est ça la clé, c'est-à-dire, ok, bon, maintenant que j'ai vu le monde tel qu'il était, allez, je reviens dans mon centre, a priori, je me repose sur mes fondations, je me fais confiance, je ne sais pas nécessairement dans quelle forme, mais je peux au moins me faire suffisamment confiance pour me dire que je vais avoir la capacité à vivre non pas cette existence, parce que évidemment je porte le regard dessus, je l'observe, donc je peux me dire ça va être long, c'est compliqué, et puis pourquoi tout ça, c'est juste inutile. Mais comme on n'est pas sauveur ou qu'on n'est pas ici destiné à renoncer non plus à tout ça en se disant à la limite fermons tout parce que ça va être trop compliqué au milieu d'un collectif de cette nature, on va simplement vivre et on ne peut pas savoir, souvenez-vous que c'est en cela que le cœur est magique, on ne peut pas savoir à quel point vivre notre existence saura impacter autour de nous et impacter les autres de façon beaucoup plus collective. La seule chose que l'on ne peut pas évaluer, c'est le fait de ne pas le faire. C'est-à-dire que certes, on ne peut pas en projeter l'impact, mais on sait déjà qu'il n'y aura pas d'impact si on ne le fait pas. Alors, de toute façon, pourquoi ne pas le faire? Enfin, du coup, il n'y a plus de bonne ou mauvaise raison ici, c'est juste neutre. Je n'attends rien de particulier, mais finalement, autant que je puisse avoir cette possibilité de vivre avec un cœur et une tête conciliés, autant que je puisse me plonger, me baigner dans ma propre énergie, être libre, être dans ma valeur, faire les choses en fait qui sont de l'ordre de ma nature, donc qui me ressemblent. Parce que de ce point de vue-là, je vais pouvoir apprécier ici l'existence d'une autre manière. Je vais pouvoir être dans ma vie. Et ça change tout quand même ici au quotidien. Est-ce que c'est aussi exponentiel que ce qui serait possible avec un monde un tout petit peu plus libre? Je ne vais pas vous dire que c'est le cas, parce que ça, ce ne serait pas une vérité d'expérience, en fait. Donc, ce n'est pas une réalité. Je ne vais pas vous dire que c'est une réalité. Mais en revanche, je peux simplement vous dire que, c'est passer le cercle de feu et puis voir en fait ce qui se situe derrière. Ça paraît un petit peu plus vide, évidemment, à ce stade-là, mais ce ne sont finalement que des passages. Donc, combien, à la fin de cette année 9, voire ici sur année 1, année 2, vont créer le pont. Si ça se trouve, on sera beaucoup plus nombreux dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais il faut bien, c'est ce que je vous dis souvent, il faut bien qu'il y ait des premiers, parce que sinon, il n'y a pas de mouvement d'inspiration. Il faut bien qu'il y ait des premiers de cordée pour que les cordes soient en place aussi. Donc, il y a ce principe qui fait que
si c'est dans notre nature et si cette porte elle se présente et si on est disposé à se recentrer et à travailler à la conciliation pour altérer, eh bien, il est inutile ici de s'en empêcher parce que ce qui est pour nous l'est en fait ici tout simplement. Et tant qu'on joue notre propre partition, il y a plein de choses en fait ici, donc pas dans la facilité, mais dans le fait de chercher à être en maîtrise ici de notre propre partition consciemment, mais il y a plein d'opportunités en réalité qui vont se présenter. Et elles sont probablement trop multiples pour qu'on puisse les identifier. Alors, soyons plutôt tournés à les vivre. Faisons en tout cas ici ce choix, si on le peut, d'être dans cette volonté intérieure de progresser, d'altérer, de muter. Maintenant qu'on en a compris les principes, on va pouvoir en déployer ici le mécanisme, l'énergie. On va en tout cas, nous de notre côté, ensemble, continuer sur cette mise en place. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard pour certains, ce n'est pas le sujet. Au moins, ce sera présent, ce sera disponible, ce sera partagé. Et donc, ce sera au choix de celui qui exprimera ici sa libre volonté. Voilà pour cette vidéo, donc est clairement plus longue que ne l'était ici la première. Je pense qu'elle était importante. Je voulais vraiment ne pas être prise ici par le sujet de temps. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va vous permettre ici d'ouvrir de multiples possibles, en tout cas dans votre tête, changer, altérer votre conception ici de vous-même avant que vous puissiez l'altérer à votre tour, mais vous inspirer en tout cas dans cette altération. Donc je vous retrouve évidemment ici pour venir conclure ensemble le défi du Scorpion et puis commencer à ouvrir ce défi de la conscientisation du Sagittaire qui va évidemment ici nous aider à nous orienter. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.